Alors, nous avons une petite demi-heure pour débattre. Est-ce qu'il est possible de réduire un tout petit peu la lumière des projecteurs, s'il vous plaît? Merci. Alors oui, puisqu'il m'appartient de lancer cette discussion avec les intervenantes et intervenants de cette table ronde, et ensuite ou en même temps avec le public, je vais essayer de lancer les choses pour faire remarquer tout d'abord qu'il y a une espèce de convergence de vocabulaire depuis ce matin. Yann Potin parlait de ventriloquie ce matin pour nous dire, pour essayer de nous faire percevoir ce qui se passe lorsqu'un objet parle. Et un peu plus tard, Edem Eldem a parlé de polyglossie pour faire remarquer que plusieurs voix s'exprimaient à l'intérieur d'objets réputés inanimés. Il vient d'être question là de cacophonie, parce qu'en réalité, ces voix ne s'entendent pas toujours, ne parlent pas toujours d'une même voix, et je dirais c'est peut-être même le propre de ces objets inanimés lorsqu'ils se mettent à parler, que de parler tout ensemble et de créer un brouhaha davantage qu'une voix unique. En d'autres termes, ces objets ne parlent pas d'une même voix, et chaque objet ne parle pas d'une seule voix, mais parle de plusieurs. Et ce qui ouvre, en termes anthropologiques, puisque c'est le thème de cette petite table ronde, la question de quelle façon est-ce que ces voix rentrent dans cet objet, ou en d'autres termes, le problème de l'incorporation de ces voix qui parlent dans ou à travers les objets. Alors c'est ce thème-là de la marionnette aussi, que disait tout à l'heure, à l'instant, Nanette Snoop, du ventriloque, de la polyglossie, de la cacophonie, de la conversation lorsque la cacophonie se passe bien. C'est le thème central, je crois, de cette session. De quelle façon est-ce qu'un objet se met à parler, ou que se passe-t-il lorsqu'un objet parle? De quelle façon est-ce que cette voix s'exprime dans la matière? Et si je peux me permettre peut-être de lancer 2-3 pistes à ce sujet, je dirais qu'il faut d'abord nécessairement plusieurs voix qui s'expriment dans ou à travers un objet. Il faut la voix il faut une voix qui commence par assigner un propos, une intention à un objet, qui commence par définir de quoi cet objet est représentatif. Et puis il faut nécessairement, non pas seulement une instance énonciatrice, mais il faut une instance récipiendaire en quelque sorte, qui accepte ou pas que cette voix parle pour elle. Bon. Et c'est exactement, semble-t-il, ce qui se passe dans tous les débats, autour des restitutions, autour des contestations, autour de l'appartenance des objets. On a bien ces multiples voix qui assignent de façon différentielle quelque chose à un objet. On pourrait évidemment prendre l'exemple des reliques médiévales, dont nous savons qu'elles ne sont pas simplement des objets auxquels on croit, mais qu'elles sont aussi des objets qui définissent les communautés qui veulent bien croire que ces objets leur appartiennent. Et de la même façon, quelque chose comme l'identité se joue toujours, l'identité par définition contestée se joue toujours dans ces objets-là. Pour reprendre l'exemple qui nous occupe d'objets ethnographiques qui sont placés sous nos yeux aujourd'hui, il faut bien que quelqu'un, à un moment donné, propose que tel objet est représentatif d'une ethnie, d'une nation, d'un groupe social, d'une communauté, d'une caste, et l'expose à ce titre, d'abord le rapporte à ce titre de l'endroit où il a été pris, acheté, volé, bon, peu importe, mais le rapporte à ce titre, le déplace à ce titre d'un endroit à un autre. Parfois le déplace simplement symboliquement, simplement en collant dessus un cartel, qui va transformer cet objet d'une fonction en une autre, et qui va assigner sa représentativité de quelque chose d'autre, d'une identité, d'un collectif. Bon. Et puis il faut qu'à un autre moment, ou en même temps, ou plus tard, d'autres, des gens qui sont en quelque sorte de nouveaux énonciateurs de cet objet inanimé, s'emparent de cette même étiquette ethnique, de cette même supposée représentativité, et disent
parce que cette identité me représente ou parce que je suis représentatif moi-même de cette identité assignée par un autre, j'ai le droit de revendiquer le retour de cet objet dans mon pays, dans mon ethnie, dans mon groupe, dans ma communauté. Bon. Et par conséquent, il y a là quelque chose de l'ordre d'une négociation, d'un jeu de jeux, puisque plusieurs jeux se font entendre dans ces objets, dans ces statues, dans ces objets, dans ces tableaux. Plusieurs jeux se font entendre, mais il y a là un jeu coopératif de l'ordre d'une fiction coopérative à laquelle on accepte tous de jouer, quitte à contester les assignations ou quitte à revendiquer contre les premières assignations d'un autre jeu. Et il y a là quelque chose que je trouve intéressant dans ce jeu coopératif, dans cette fiction coopérative. Il y a quelque chose qui est du même ordre que le jeu, en réalité, de la même façon que des enfants qui jouent aux gendarmes et aux voleurs dans un parc acceptent des règles tacites qui sont celles d'un jeu coopératif, ou de la même façon que le droit crée une fiction coopérative à laquelle les différentes puissances assignatrices coopèrent, qu'elles soient pour ou qu'elles soient contre. Et par contre, voilà, je m'arrête là et je passe la parole à qui veut bien, sinon je continue si personne ne veut. Oui. Voilà. Je voulais justement réagir à ces termes de cacophonie dont parlait Nanette tout à l'heure. Donc si on part du principe de la forme, d'une forme muette, mais d'une forme quand même, physiquement l'objet est là, en fait ce que l'on peut remarquer, c'est qu'autour de cette forme, il va y avoir une série de verbes, de force efficace, enfin d'efficacité du verbe, de la parole, et qui va en fait progressivement métamorphoser l'objet, cette forme qu'on va avoir dans le musée. Ça peut être une sculpture par exemple ou une peinture. Et plus qu'une cacophonie, donc dans la mesure où on accepte que au-delà de cette forme, il y a des sujets qui vont parler et qui vont apporter des séries d'informations sur l'objet, j'ai envie presque de parler plutôt de romans quasiment épistolaires, qui pourrait être une mise en récit à plusieurs voix. Donc, un roman, dans la mesure où on n'est pas sur la seule dimension d'un cartel ou d'une notice. L'objet, en fait, devant nous va se transformer, va prendre différentes valeurs, différents sens. Et à ce titre, le terme de cacophonie a, enfin, pour moi, une connotation un peu péjorative, mais bon, je pense qu'il y a une provocation délibérée de la part de Nanette. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut construire quand même autour de ces formes, et notamment, enfin, je pense que le parallèle au roman, au récit, au long récit. Benoît. Oui, il me semble qu'il y a comme deux questions qui sont posées là autour de conceptions autour de les objets animés. D'une part, il y a une question qui est comment est-ce qu'on peut faire revivre les objets dans le musée? Comment est-ce que rendre des objets morts des objets vivants? Et ça, c'est quelque chose qui est en fait une tradition du musée. Enfin, c'est exactement la question que pose Georges-Henri Rivière quand il veut refaire le musée d'ethnographie. Il dit voilà, ces objets sont morts, tels qu'ils sont au musée d'ethnographie du Trocadéro, et on va les rendre vivants. On va essayer de trouver des moyens muséographiques pour créer de la vie. C'est là qu'il dit, voilà, vous avez cet instrument de musique, on va mettre à côté un disque pour faire écouter le son, on va mettre des photographies qui justement sont censées rendre les photographies qu'en noir et blanc, aujourd'hui qu'on voit comme fixées, comme un symbole de vieillesse, sont l'équivalent exact des tablettes multimédia à l'époque. En fait, la photographie rend l'objet vivant et concret pour le visiteur en le faisant revivre dans son contexte d'origine. Et en fait, les techniques muséographiques dont parlait Nanette aujourd'hui sont une version contemporaine, quelque part, de ces efforts de Georges-Henri Rivière pour réanimer les objets et pour s'opposer au thème du musée comme sépulcre, en fait, où les objets sont morts, qui est un thème des années 30. Et d'autre part, il y a la question aussi du cadre conceptuel à partir duquel on pense les déplacements, les voyages des objets, soit le cadre juridique, effectivement, du droit international, enfin, dans lequel on thématise en général les questions de la restitution et des revendications, comme on le verra cet après-midi. Mais en même temps, ce que c'est dire, en fait, c'est ce qui est en jeu, c'est aussi la question de l'imposition
de ce cadre occidental qui est ancré dans une longue tradition juridique de pensée des objets et de la relation, enfin, et des droits d'héritage, de vol, etc., d'appropriation et de restitution, par rapport à des objets qui précisément n'ont pas été constitués en fait au sein d'un droit occidental. Et du coup, on perd effectivement aussi la question. Alors là, pour les besoins de la cause, on est obligé de faire comme s'il y avait une espèce de droit non occidental qui bien sûr est complètement faux parce qu'il y a toute une série de conceptions différentes selon les lieux dans lesquels on se place. Mais l'important, c'est intellectuellement de voir effectivement qu'il y a d'autres cadres conceptuels et normatifs qui peuvent être mobilisés, qui doivent être mobilisés, à mon sens, pour réfléchir à ces questions. Nanette ? Cacophonie et des remarques, Benoît. Je pense que moi, ce que je vais dire, et c'est pas pour rien que le titre de mon intervention, c'est le cabinet d'histoire curieuse, parce qu'il y a aussi, le cabinet de curiosité était aussi une sorte de cacophonie, mais visuelle. Et cette fois-ci, je la voudrais aussi sonore, et je pense, comme tu dis, c'est une version contemporaine de ce que Rivière a essayé de mettre en place, qui a été repris aussi par Jacques Hénard. Et je pense que vraiment, on est arrivé à un point, parce que ce que tu vois surtout chez Rivière, ou tu vois ton exemple du roman, un roman, on commence avec la page numéro 1. Donc, il y a une suite qui est sur la première page et qui est sur la dernière page. Et donc, d'où la raison de cette idée de faire entrer la cacophonie et le chaos, même si ça peut être considéré comme péjoratif. Moi, je ne le vois pas du tout. Je suis un peu pour le chaos dans le musée parce que je pense que c'est vraiment ça. C'est jouer avec ces chaos et jouer avec ces marionnettes dans notre musée. On va peut-être pouvoir dépasser ce débat qui dure quand même depuis déjà pas mal de décennies. Merci Nanette. Avant de passer la parole à Manuel, si des gens dans le public veulent poser des questions, merci de vous manifester dès à présent en levant la main. Par exemple, Manuel. Oui, non, pour aller dans le sens de ce que disait Nanette Snoop, la question de la mise en scène... du coup de la manière de traiter, d'entretenir, de prendre soin de ces objets pose effectivement toutes ces questions-là. Moi j'ai été très frappé donc, en lisant les textes et en travaillant plutôt sur les archives du 19e siècle, de voir à quel point cette question était centrale, avec l'idée, tu l'as dit, que toutes les civilisations, pour reprendre les termes du 19e siècle, qu'on touche vont être détruites puisqu'on les touche, et qu'en même temps, en les touchant, on les sauve, et que, c'est le dernier terme, celui qui use de tous ces artefacts les détruit. Donc c'est très courant dans la littérature du XIXe siècle de dire qu'en gros, on protège les objets de leurs possesseurs eux-mêmes, et ça me paraît assez important, c'est récurrent, et ça va aussi avec du coup une mise en scène particulière, qui est celle de créer, de fabriquer du hors contexte, un objet sans horizon, détaché, mis sous vitrine, ce qui est encore quand même le cas, à mon sens, dans la majorité des espaces muséographiques. Et j'étais aussi frappé, puisque le hasard a fait que j'ai eu plusieurs discussions avec des conservateurs de musées ethnographiques en France, en Belgique, et l'argument sur les restitutions est celui de ils ne sont pas, pour dire qu'il n'y a pas de discussion, ils ne sont pas capables de prendre soin de ces objets. C'est l'espèce de fin de le terminal de la discussion, avec toujours l'exemple notamment de Tervuren rendant à Mobutu, etc. Bon. Et donc cette condition, la question de comment on prend soin rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire c'est imposer un cadre parfaitement, muséographique occidental comme condition de la restitution, alors qu'on le sait bien par ailleurs, François-Xavier pourra en parler beaucoup mieux que moi, mais il y a des pratiques de transmission et de conservation des archives dans les familles ou au sein de groupes dans toute l'Afrique centrale et de l'Ouest qui montrent qu'on sait pendant 3 siècles conserver des manuscrits et des peintures. Donc c'est plutôt vraiment une question, là je pense encore une fois, de cadre et de cadre de présentation de ces objets.